était supposé avoir des effets spéciaux pour commencer cette... Ah, les là, les effets sont là. Enregistré. Wow! C'est l'heure de la correction en ligne de Springfield, exercice complet en partage de ressources. Donc, Springfield.local et on pourrait dire tel que les gros blockbusters d'Hollywood, partie 1, parce que il va y avoir une deuxième partie un peu plus tard disponible sur vos écrans. Alors, évidemment, il s'agit de la correction de l'exercice de Springfield qui ressemble à ça ici. On va faire chacun des numéros les uns après les autres. La vitesse va être assez impressionnante. On va aller au maximum de la vitesse de votre hôte ainsi que des machines virtuelles de la machine de votre hôte. On commence, première étape, faire la planification réseau et configurer le nom et l'adressage IP V4 de votre serveur. Alors, ce qu'on vous demande, c'est pas très compliqué. On vous demande, en fait, je vais juste zoomer un peu pour qu'on voit un peu plus. On vous demande un réseau de classe B comportant 510 adresses pour les clients et on vous donne un indice, soit un masque à 23 bits. Alors, peut-être un léger rappel pour ceux qui sont des fans des rappels de ce type-là. Alors, PIC, lorsqu'on a un masque à 24 bits, lorsqu'on a un masque à 25 bits, à 24 bits, on a 256 possibilités, moins 2, ça donne 254 adresses disponibles. À 25 bits, en fait, on en a moitié moins, alors c'est 128 moins 2, ça donne 126 machines disponibles. Nous, on en a besoin pour 500. Fait que donc, 23 bits, ça va nous donner 512 possibilités, moins 2, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion. Ça nous donne 510 machines, des adresses pour 510 machines disponibles. Alors, lorsque dans l'exercice, je fais une suggestion, un réseau de 172.20.0.0.0, en réalité, 172.20.0.0, je vais avoir de 172.20.0.1 jusqu'à 172.20.1.254. Alors ça va être toutes les adresses IP dont je vais disposer pour un total de 510 adresses IP ici. Alors, une fois qu'on a qu'on a ça en tête et qu'on sait qu'on a un masque de sous-réseau de 23 bits, soit 255, 255, 255.128. Alors, une fois qu'on a... non, pardon, excusez-moi. Je me suis complètement trompé. C'est pas du tout ça. C'est 254. Ici, 0, pardon. Alors, une fois qu'on sait qu'on a tout ça, à ce moment-là, on est prêt à commencer. Alors, on doit avoir des réservations, en fait, des réservations d'IP fixe pour une centaine de postes. Il faut avoir ça en tête. On a une solution ici avec les exclusions. On va suivre la solution avec les exclusions. On va privilégier un bail de 4 heures. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que dans l'exercice, on nous dit qu'il y a 95% de portables et de tablettes. Donc, ça nécessite un bail qui est très court parce qu'il peut avoir beaucoup plus de mouvements. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire. Le serveur va s'appeler SRV1 et le domaine springfield.local. Alors, c'est un peu la planification qu'on a fait. Alors, on y va avec configurer le réseau et modifier le nom du serveur. Alors, on bascule tout de suite dans notre serveur 2008 R2. On s'en va dans notre planification réseau. Alors, on ouvre le centre réseau et partage. Je vais faire certaines modifications qui n'ont pas nécessairement été enseignées dans le cadre du cours, des petits enrichissements, mais je vais le verbaliser quand c'est un enrichissement ou des choses qui sont pas, qui sont, disons, de l'extra. Alors, pour l'instant, pour bien faire fonctionner mon serveur, je vais désactiver ma carte NAT. Ça va m'éviter des problèmes pour le début de la mise en place de mon système. La carte NAT, c'est la carte qui va me servir plus tard à avoir un accès Internet pour l'accès, entre autres, de l'imprimante. Le réseau interne, je vais aller modifier par contre ma carte de réseau interne.
Et je vais désactiver le protocole IPv6, j'en ai pas de besoin, ça c'est nouveau. Tant que c'est pas nécessaire, vous pouvez le désactiver pour modifier uniquement le protocole IPv4 avec l'adresse qu'on a déterminée tantôt, soit 172.20.0.1 pour notre serveur. Le masque de sous-réseau doit être le bon, soit 23 bits, 254. La passerelle, je n'en mettrai pas. Et le DNS, on sait que c'est toujours l'adresse de notre serveur, donc 172.20.0.1. Évidemment, c'est l'adresse de notre serveur parce que notre serveur lui-même sera un serveur DNS. On fait OK, on ferme ça, c'est réglé. On va échanger le nom de l'ordinateur maintenant. On doit s'assurer que ce soit SRV1. Alors, on va modifier les paramètres parce que sinon, on se retrouve avec un nom d'ordinateur un peu complexe, SRV1. Et on le laisse dans le groupe de travail pour l'instant. Ça va être beaucoup plus stable d'effectuer ces changements-là et de redémarrer le serveur une fois qu'on a changé le nom de la machine. Une fois qu'on va avoir redémarré le serveur, on va installer les rôles. Alors, je vais juste appuyer sur pause pendant le redémarrage du serveur qui peut être long. On continue. Le serveur a redémarré, donc on réouvre la session administrateur. C'est encore une session locale, là, le serveur est dans un workgroup. Alors, l'ordre entre le DHCP et le contrôleur de domaine n'est pas très important au niveau de l'installation du rôle. Alors, pour le fun, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le rôle de contrôleur de domaine pour commencer. Alors, il y a un petit délai lors du démarrage de l'ordinateur. On va appuyer sur pause juste pour... Ah non, on y va, là, c'est bon. Alors, pour installer le rôle, vous allez cliquer sur l'outil de gestion de serveur qui va démarrer le gestionnaire de serveur qui devrait démarrer de toute façon automatiquement au démarrage du système. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous cliquez sur rôle, puis vous cliquez sur ajouter des rôles. Alors, ça, je peux l'enlever. On fait suivant. On va installer le rôle de Active Directory, service de domaine Active Directory. Et c'est assez, comme disent les Français, straightforward, cette section-là. On installe les rôles Active Directory. Il n'y aura pas vraiment rien de changé dans le système. C'est juste qu'on va installer toutes les fonctionnalités en arrière, tous les plugins, utilisateurs et ordinateurs Active Directory, etc. Une fois que c'est terminé, on va procéder à l'installation propre du rôle de contrôleur de domaine qui va se faire avec la commande dcpromo. Et on a une question dans la salle. Est-elle pertinente à l'enregistrement? Non, on va peser sur pause et on va attendre la fin de l'installation du rôle. Alors, l'installation est terminée du rôle. Une fois que ça c'est terminé, on procède tout de suite à l'installation proprement dite du rôle. La commande à utiliser, c'est la commande dcpromo. Veuillez noter que cette commande-là n'est plus activée ou n'existe plus en serveur 2012. C'est la commande à utiliser en serveur 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2, pas de problème. Mais 2012, ça marche plus. Donc, dcpromo va faire en sorte de faire l'installation du rôle d'Active Directory pour que notre serveur soit un contrôleur de domaine. Alors, on fait l'installation simple et on va faire une domaine dans une nouvelle forêt, en ce qui nous concerne. On va écrire le nom de notre domaine, springfield.local. Si vous faites une faute ici, ben vous allez devoir vivre avec la faute pendant tout le restant de votre vie, donc faisant pas. Suivant. Des fois, il y en a qui ne mettent pas de G puis qui se demandent pourquoi après. Je dis ça comme ça, tout à fait par hasard. Ça de même. Je vise personne. Le niveau fonctionnel de la forêt ainsi que du domaine, on va le laisser en ce qui nous concerne à serveur 2003 parce qu'avec cette machine virtuelle-là, je vais faire un peu d'enregistrement dans la vidéo. Je vais installer un deuxième contrôleur de domaine pour le fun tantôt. Donc, puis ça va être un serveur 2003. Pour des raisons de performance, je suis pas capable de virtualiser deux serveurs 2008. Mais sachez que pour bénéficier de toutes les fonctionnalités inhérentes au domaine 2008, R2, ben, vous devez monter le niveau fonctionnel du domaine, mais vous ne pourrez pas avoir de contrôleur de domaine en bas de 2008 R2 si vous le faites comme ça. Alors moi, je vais le laisser à 2003. Et il y a une analyse DNS qui est faite, qui est assez rapide parce que j'ai désactivé ma carte NAT. Alors, je vais devoir installer un serveur DNS pour que ça fonctionne.
Et on me dit qu'on n'est pas capable de il y a rien qui existe présentement. Est-ce qu'on veut continuer? Oui, je le veux. Dossier de la base de données NTDS, qui est vraiment la base de données d'Active Directory. On les laisse par défaut. Le mot de passe pour la restauration des services annuaires est très important parce qu'on ne peut pas restaurer le service annuaire sans ce mot de passe-là. C'est pas nécessairement le même mot de passe que l'administrateur du système. Ça peut être un autre. Et je vous conseille de l'écrire sur un bout de papier et de le mettre dans un coffre-fort. Parce que ça se peut très bien qu'on n'en ait pas besoin pendant 5 ans. Alors, c'est possible que les admins changent, etc. C'est le genre d'information qu'il faut écrire dans un coffre-fort physique. Et non pas dans un fichier sur le serveur, parce que quand tu vas en avoir besoin, tu n'auras plus accès à ton serveur. On peut exporter les paramètres pour pouvoir réinstaller un autre contrôleur de domaine de la même manière. On pourrait le faire ici. Là. On peut faire une exportation des paramètres d'installation de ce rôle-là. Ça pourrait être utile. Ça fait un fichier texte qu'on peut utiliser par la suite. Et on procède à l'installation du rôle. On va appuyer sur pause parce que c'est un peu long. Il ne s'est pas passé 30 ans avant que je revienne en ligne avec vous, mais on s'excuse. On peut cocher redémarrer à la fin de l'opération de façon à ce que le serveur redémarre automatiquement. Ça peut sauver du temps si on fait d'autres choses comme aller prendre une marche, se faire des toasts ou faire du deltaplan. Alors, l'ordinateur a redémarré et j'ai une superbe alerte. Votre mot de passe a expiré, doit être changé. Bon, écoutez, ça veut dire que la machine a été faite depuis un certain temps. Et là, tout d'un coup, mon administrateur vient de subir une contrainte qui provient du domaine. C'est plus vraiment le même administrateur, vous devez savoir ça. Il a été transféré comme étant un admin du domaine. C'est plus l'administrateur de la machine locale, malgré qu'on m'a pas demandé de changer de mot de passe. Ce n'est pas le cas en 2003. En 2003, vous allez vraiment avoir tout perdre votre profil d'administrateur local au profit d'un nouvel administrateur de domaine. En 2008, c'est un peu transparent, tu vois pas la différence. Alors, je fais OK et je dois absolument changer mon mot de passe. Alors là, vous allez pouvoir rire pendant la vidéo parce que probablement que je vais me tromper. Alors, j'utilise password, puis je lui rajoute 2 points d'exclamation à la fin. Et ça devrait faire le travail, comme on dit. Alors, je m'attaque maintenant à mon autre rôle. Donc, contrôleur de domaine s'est installé, contrôleur DNS, serveur DNS s'est installé. Il me reste maintenant à installer le rôle de DHCP puis à faire certaines vérifications. Alors, je vais m'attaquer au rôle de DHCP, première chose que je vais faire dans mon serveur. Alors, toujours l'assistant pour installer les rôles. On s'amuse avec ça. J'ai quasiment envie d'installer plus qu'un rôle à la fois. Qu'est-ce que je vais avoir à faire par la suite? Mes users, jonction de clients, redirection de dossier. Je vais avoir besoin du partage du rôle de serveur de fichiers. Je vais l'installer en même temps tout de suite. Et on va mettre la charrue devant les bœufs. Question de sauver un peu de temps par la suite. Comme on dit, tant qu'à y être. Alors, je vais installer mes rôles. Je ne peux pas installer d'autres rôles que Active Directory. Il faut que tu sois tout seul. Après ça, par contre, c'est pas très grave. On peut s'amuser dans n'importe quel sens. On s'amuse comme on peut. Hein. C'est pas... Alors, ce que je vais installer comme rôle, je vais installer tout de suite service de documents et d'impression. Ça, c'est mon service pour les partages de fichiers. Excusez-moi, l'impression pour l'imprimante. Service de fichiers, je vais l'installer tout de suite aussi. Et puis, je vais installer mon service DHCP que je voulais faire tantôt. Puis, IIS, je reviendrai plus tard. Donc, j'y vais. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'amener à configurer mon DHCP tout de suite. Bon, vous pouvez aimer ça ou pas. Moi, j'aime pas ça. Alors, ce que je fais, c'est que je désactive tout. Je mets n'importe quoi. Ça me dérange pas. Je mets pas d'étendue. Je l'active. Ça dérange pas. Je fais n'importe quoi. Suivant. Au niveau du serveur d'impression, je mets juste le serveur d'impression. C'est tout ce que je vais avoir besoin. Et au niveau du serveur de fichiers, tout ce que je vais ajouter, c'est gestion des ressources du serveur de fichiers pour pouvoir faire des quotas et des filtres. C'est tout ce que j'ai de besoin. Quoique,
Je vais peut-être m'amuser avec une DFS plus tard en enrichissement. Fait que je vais le mettre. C'est pas dans cet exercice-là, mais je vais le montrer dans la vidéo plus tard peut-être. Peut-être la partie 2, ou peut-être la partie 3 optionnelle, ne sait-on jamais. Alors, on m'indique dans la salle qu'on a une question. J'appuie sur pause. Okay. La question étant pertinente, je vais lui répondre enregistré. On me demande qu'est-ce que c'est Branch Cache. Ça, c'est comme du torrent, mais version Microsoft. Alors, ce que ça fait, c'est qu'une fois installé correctement dans ton serveur et activé au niveau des pare-feux de tes clients, lorsqu'il y a téléchargement de gros fichiers à partir d'un endroit qui est distant, chaque client devient un serveur et va redistribuer à l'intérieur du réseau local les sections de fichiers. Exactement de la même manière qu'un fichier torrent le fait. C'est très intéressant pour la vitesse de téléchargement des gros fichiers. Alors, c'est ça, Branch Cache. C'est une fonction disponible uniquement dans 2008 et 2008 R2. Et ça prend un client Windows 7 pour que ça fonctionne. Suivant. L'espace de nom DFS, je vais le faire ultérieurement. Comme vous avez vu, je fais très peu de configuration à l'installation du rôle. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que je juge que c'est beaucoup plus important d'être capable de modifier les fonctions que de l'installer à partir de zéro. Alors, c'est très important de se rendre jusque-là. Alors, on fait l'installation des rôles et on vient une fois que c'est terminé. L'installation est réussie la plupart du temps, mais le DHCP a réussi avec des erreurs. Pour l'instant, on va faire abstraction des erreurs et on va tout de suite aller configurer notre rôle. Alors, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour que mon serveur travaille comme il faut, pas pour que mon serveur travaille comme il faut, mais pour travailler efficacement, je vais travailler avec une MMC personnalisée que je vais garnir des composants logiciels enfichables qui m'intéressent dans le cadre de mon travail. Alors, je vais avoir besoin pour mon travail de DHCP, de DNS, je vais avoir besoin de dossiers partagés plus tard, local. Je vais avoir besoin de quoi aussi? Plus tard, je vais avoir besoin de gestion de l'impression. J'ajoute le serveur local. Je vais avoir besoin de quoi? Gestion des stratégies de groupe. Je vais avoir besoin aussi probablement de plein d'autres choses, dont utilisateur et ordinateur Active Directory. Est-ce que j'en oublie? Serveur d'impression, c'est fait. Lequel? Ah, Kata, oui, gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Ouais. Alors, si j'en oublie, c'est pas grave. Hein? J'y retourne, j'ajoute mes affaires, c'est réglé. Et ce que je fais, c'est que je vais enregistrer tout de suite ma MMC, non pas à l'endroit par défaut qui se retrouve dans mon répertoire administrateur, mais plus à un endroit où je vais être capable de l'avoir facilement. Là. Je l'appelle Super MMC Console. Je vais en aller écrire d'autres niaiseries, mais on va arrêter là. DHCP. On ouvre le DHCP. À l'intérieur du serveur, on voit qu'il est en rouge. Ça veut dire que mon DHCP n'a tout simplement pas été autorisé. Alors, je vais aller cliquer sur mon DHCP, cliquer droit sur le serveur et je sélectionne Autoriser. Et lorsque je rafraîchis ma fenêtre, techniquement, je vais avoir un crochet vert. Première chose. Deuxième chose, dans IPv4, vous allez avoir probablement des options de serveur qui sont là. Je vous suggère de toutes les enlever s'il y en a. Pour ne faire que des options d'étendue, ça va être plus simple. Une fois que c'est fait, on clique droit sur IPv4 et on fait Nouvelle étendue. Notre nouvelle étendue, on va l'appeler du nom que vous voulez. Moi, je vous suggère d'utiliser l'adresse IP du réseau 172.20.0/23. Je peux y donner un nom, genre réseau principal, peu importe. L'adresse de début, 20.0.1 jusqu'à 172.20.1.254. Alors, c'est toutes les adresses de mon range au complet. La longueur du masque de ce réseau, on a dit que c'était 23 bits. Et quand on fait 23 bits, tout de suite, automatiquement, on me le met en décimale juste en bas. C'est réglé. Ça, c'est ma config. L'adresse de début des exclusions. Alors, dans notre exercice, on avait une exclusion qui était d'une centaine d'IP fixes, puis on avait dit que les exclusions, c'est de 1 à 127. Une centaine, on peut déborder. Fait qu'on déborde. 172.20.0.1. C'est important parce que mon point 1, c'est mon serveur. Hein. 172.20.0.127.
Ce que ça veut dire, c'est que la première adresse IP qui va être attribuée va être 128, 0.128 et les suivantes. On fait suivant. Le bail, on a dit qu'on réduisait le bail à 4 heures, si je me souviens bien, parce que c'était composé uniquement de laptop, ce qui est quand même très court comme bail. Suivant. Est-ce qu'on configure les options? Oui, je le veux. Adresse IP d'un routeur. Alors, si nécessaire que mes clients aient un routeur, je le mets là. On n'en mettra pas parce que ce ne sera pas nécessaire. Si dans l'enregistrement, dans la vidéo d'enregistrement, on veut configurer, exemple, le rôle de routage du serveur, on pourrait utiliser notre serveur comme routeur, puis là, on pourrait configurer ça. On verra plus tard. Domaine parent, c'est important que le nom ne comporte pas d'erreur. S'il y a une erreur de frappe ici, c'est pas exactement votre domaine, ça peut créer des problèmes de résolution de nom. On l'a vécu dernièrement. Et là, attention. Attention, mesdames et messieurs. L'erreur numéro 1 ultime. Qu'est-ce que c'est que ça? 127.0.0.1 comme serveur DNS. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que mon serveur DNS, au début, lorsque j'ai configuré mon adresse réseau, je l'ai configuré comme étant l'adresse du serveur. Or, lors de l'installation du rôle, notre ordinateur, notre serveur a modifié, et on va juste effacer ça ici, c'est fatigant, a modifié le DNS pour 127.0.0.1. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème avec cette config-là. 127.0.0.1, c'est lui-même. Tout est correct. Mais, du point de vue du DHCP, c'est une erreur atroce. Alors, il faut absolument enlever ça. Pourquoi? Parce que ça, je vais dire 127.0.0.1, c'est le DNS du client. Le DHCP va donner la config TCP/IP au client. Et je ne veux pas ça pour le client. Alors ça, c'est très important d'être alerte à cette étape-là. Ça va vous causer des erreurs de résolution de nom et vous ne serez même pas capable de joindre votre client à votre domaine. Supprime ça, 172.20.0.1. On fait ajouter. Il va vérifier que le DNS est vraiment un serveur DNS, ce qui devrait être le cas si le service a bien été installé. Si vous avez une erreur là, allez pas plus loin. Là. Il faut régler le problème du DNS. Pas d'erreur, c'est un vrai serveur DNS. On rentre le WINS. Le WINS, on faisait ça quand on avait des clients Windows 98. Plus besoin de ça fait longtemps. Donc, 100% des résolutions de nom vont se faire en DNS dans un domaine 2003-2008. Suivant, est-ce que j'active l'étendue? Oui, je le veux. Et je termine. Si vous n'êtes pas certain et vous manquez de confiance en vous pour l'étendue, vous cliquez droit sur le serveur et vous pouvez toujours redémarrer le service DHCP pour être sûr que ça soit bien activé. Et en plus, vous appuyez sur F5 pour être certain que le crochet vert est encore présent. Donc, je rafraîchis et tout semble actif. Je vais vérifier tout de suite mon serveur DHCP. Pour ça, j'ai besoin de mon client. Alors, je vais m'ouvrir un client. Avec des droits d'administration locaux. Mon client qui est ici va me permettre de vérifier le fonctionnement de mon serveur DHCP. Il y a une seule façon de vérifier le DHCP, c'est avec un client. Il faut que ça fonctionne. Alors, à partir de mon client, je vais cliquer sur une invite de commande. Je vais me partir une invite de commande et je vais faire les commandes suivantes. ipconfig / release pour effacer la configuration TCP/IP, ipconfig / renew, juste pour être certain qu'on va demander une configuration IP au bon serveur DHCP. Dès que j'ai une réponse, je regarde rapidement ici, je vois que ça commence par quelque chose qui a de l'allure, mais je fais un ipconfig / all pour aller voir toute la configuration qui m'intéresse. Et là, je m'interroge, je m'assure de vérifier l'adresse IP. Est-ce qu'elle est bonne? Le masque de sous-réseau, est-ce qu'il est bon? Le DHCP, c'est mon serveur et surtout, mon DNS est bon. Une fois que j'ai fait ça, je m'assure que mon DNS à partir de mon client fonctionne avec NS Lookup. Et là, techniquement, je devrais avoir mon serveur qui va me répondre et ce n'est pas le cas.
Alors, j'ai une main de levée. Je vais juste porter votre attention sur ce que je vois ici, puis après ça, je vais répondre à la question. Voyez-vous le serveur qui est là, c'est le serveur de la CSDM. Pourquoi? C'est que mon client a 2 adresses réseau, a 2 cartes réseau. Alors, pour éviter ces problèmes-là, lorsque vous allez joindre votre client à votre domaine pour la première fois, la connexion au réseau local, ou disons la connexion qui m'amène à l'externe, qui est en NAT, désactivez-la pour juste avoir le réseau interne. Ça va éviter les problèmes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter Exit. Je vais effacer mes configurations DNS, ipconfig/flush DNS, pour enlever de la mémoire toutes les demandes que j'ai faites avec NSLookup. Et je vais refaire un NSLookup. Et là, techniquement, je devrais résoudre avec mon serveur interne 172.20.0.1. Et là, je vais lui demander Springfield.local. Tu connais tout ça, toi? Et si vous avez une réponse rapide comme celle-là, avec une adresse IP à la demande de votre nom de domaine, vous êtes en feu. Et là, vous pouvez passer aux autres étapes. Et jamais, et je regarde certains individus, là, jamais vous devez passer aux autres étapes sans avoir vérifié ça. Il y a des gens qui font les innocents, mais c'est correct. Alors, si je reviens à mon exercice, j'ai peut-être passé un peu rapidement certaines étapes. Ici, j'avais... j'avais des ajouts d'utilisateurs. J'étais rendu à la jonction de clients, c'était beaucoup plus loin. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre mon client tout de suite, puis je vais aller plus loin plus tard. Là, il y a plein de monde qui veulent m'arrêter, je vais peser sur. Donc, ce qu'on me disait, c'est que j'avais oublié de faire le numéro 3, là, et oui, j'en suis conscient, là, on n'a pas encore fait le numéro 3, modifier la sécurité du serveur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement joindre mon client tout de suite. Puis ensuite de ça, je vais faire le numéro 3. OK? Alors, pour joindre le client, étant donné que c'est un Windows 7, vous pouvez tourner les coins ronds et dans 100% des cas, ça va bien fonctionner. Alors, mon client n'est pas là, par contre. Mon client, il est ici. Étant donné que mon client est un Windows 7, c'est magique et c'est merveilleux. Ben, merveilleux. Je vais faire plus merveilleux que ça, là. Pas réseau domestique, réseau de bureau. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous cliquez 3 ordinateurs propriétés et vous pouvez modifier les paramètres. Et là, je vous demande de renommer votre client. Alors, vous allez sur Modifier et le nom de l'ordinateur, on va l'appeler Client Windows 7-1. Alors, ça va être notre premier client qu'on va appeler comme ça. Win71 dans les instructions, parfait. Win71. Donc, mon client s'appelle comme ça. Maintenant, avec Windows XP, ne faites jamais ça. Mais avec Windows 7, vous pouvez renommer votre client et le joindre le domaine en même temps. Mais pas avec Windows XP, ça marche une fois sur deux. Donc, mon domaine, Springfield.local, ça va vous permettre de redémarrer le client une seule fois et vous allez sauver du temps. On fait OK? Techniquement, si il reconnaît le domaine rapidement, je vais avoir une demande d'autorisation. Ça me prend l'administrateur du domaine. Administrateur, mot de passe, mon mot de passe, password, super secret de tantôt. Et là, il va y avoir jonction entre le client et le serveur. Hein? Allons voir qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du serveur pendant que le client redémarre. Hein? Parce que mon client va devoir redémarrer. Je vais juste commander le redémarrage de mon client. Dans 2-3 millénaires, ça devrait être fait. Oui, je le veux. Je redémarre. Bon, parfait. Je bascule sur mon serveur dans ma MMC, puis on va aller voir le résultat. On va aller voir il est où mon client. Alors, pour aller voir il est où, utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans utilisateur Active Directory, dans mon domaine, springfield.local, j'ai un conteneur qui s'appelle built-in. C'est pas là du tout, c'est dans Computers. Alors, dans Computers, c'est mon client qui est là, Windows 7, et c'est merveilleux. Bon, retournons à nos moutons. Le 3, ce que je demande, c'est modifier la sécurité du serveur pour pouvoir avoir des mots de passe qui ne respectent pas les exigences de complexité et pouvoir avoir des mots de passe très édifiants et très, très sécuritaires. Notez que c'est pas vrai, là. Comme 1, 2, 3, mettons, là, on pourrait mettre ce mot de passe-là.
On va faire quand même la modification juste pour être capable de savoir où on modifie ces trucs-là dans le serveur. Pour faire ça, on doit ouvrir gestion des stratégies de groupe et on a une stratégie de groupe, c'est-à-dire une GPO qui est au niveau de notre domaine, qui s'appelle le Default Domain Policy. Le Default Domain Policy contient les informations par rapport à la complexité des comptes. Alors, on va modifier cette GPO-là. Ça ne sera pas très long. En arrière-plan, le client est en train de redémarrer. C'est pour ça que mon ordinateur accuse certains, certains retards. Que voulez-vous? Modifier la GPO. Je m'en vais du côté ordinateur. C'est une stratégie qui a déjà été configurée. Là. Alors, on aurait pu aller voir où elle est la configuration, mais en ce qui nous concerne, on sait c'est où. On va dans ordinateur, stratégie, paramètres Windows. C'est d'une lenteur atroce. Paramètres de sécurité, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Alors, dans les stratégies de mot de passe, qu'est-ce qu'on a? On a des historiques, des durées de vie maximum, des durées de vie minimum. On enregistre les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible. Et le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. On désactive ce paramètre-là. Ainsi que la longueur minimum du mot de passe, on le met à 3 caractères. On a une question? Alors, lorsqu'on enregistre les mots de passe en chiffrement réversible, on est capable de créer des clés pour retrouver les mots de passe. Alors, ça nous permettrait de partir, mettons, de l'algorithme enregistré dans le serveur et de les récupérer. Ce qui est une faille de sécurité en soi. Mais ça pourrait être important dans un domaine d'avoir ce genre de truc-là. Ouais, faut faire attention, là. C'est plus un domaine avec pas important au niveau des sécurités. Alors, c'est terminé pour ça. Alors, j'ai enlevé la complexité des mots de passe, ce qui va me permettre de faire un backdoor, c'est-à-dire une copie de mon administrateur et que son mot de passe va être 1, 2, 3. Alors, je vais aller faire une copie de mon administrateur tout de suite. Je m'en vais dans Active Directory Users and Computers. Je m'en vais dans mes users. J'ai mon administrateur qui est là. Je clique droit et je vais aller faire une petite chose dans les propriétés de mon administrateur que je n'ai pas fait tantôt. Dans le compte, je vais lui dire que son mot de passe n'expire jamais parce que je trouvais ça très fatigant tantôt de me faire dire que le mot de passe est expiré. Et là, je vais faire une copie de l'administrateur que j'appelle affectueusement, comment je l'appelle? Admin. Bon, c'est très original. Je l'appelle admin. Je lui donne un nom d'ouverture de session tel que admin. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus court à écrire quand vous devez vous donner des accès. Donc, ça peut être intéressant. Le mot de passe, on met le mot de passe que vous voulez. Ah, ça peut être 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est parfait pour pratiquer, ça va plus vite. Le mot de passe n'expire jamais. Paf, paf, c'est terminé. Oups! Ah, intéressant. Qu'est-ce qui arrive? Il me dit que j'ai un problème, je ne peux pas te le définir parce qu'il y a une stratégie de mot de passe. Là, vous allez me répondre, oui, mais Sébastien, tu viens de la changer. Ah ah! C'est une GPO. Il faut, à ce moment-là, au niveau de la GPO, faire un GP update sur le serveur avec un GP update /force, ce qui devrait faire en sorte que la stratégie va être tenue en compte. Sans ce GP update-là, ça ne marchera pas. C'est même possible des fois qu'on est obligé de redémarrer. C'est au niveau ordinateur, donc c'est possible qu'on soit obligé de redémarrer. Alors, si ça fonctionne là, on n'était pas obligé de redémarrer. Alors, le GP Update a tout réparé. Numéro 3, check. Numéro 4, on ajoute des utilisateurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une mise en situation qui contient des élèves, des parents et des boss. Dans les élèves, j'ai 4 users. Non, j'ai 3 users. Dans les parents, j'en ai 3, puis dans les boss, j'en ai 2. Alors, je vais devoir créer des unités organisationnelles. Moi, je vais suggérer des unités organisationnelles de départ comme ça, sans département pour l'instant. Puis plus tard, selon les besoins qu'on va avoir de GPO ou de distinction, on va créer les autres unités organisationnelles supplémentaires. Alors, on va les faire comme cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image de côté.
avec les noms d'utilisateurs et je vais m'assurer d'avoir le serveur de l'autre côté pour pouvoir travailler le tout en même temps, comme ça. Alors, je commence à la racine de mon domaine. Je vais me créer une unité organisationnelle que je vais appeler OU principal ou OU principal Springfield. Je vais principal. Si je suis sûr que j'ai pas fait de faute puis je suis correct, je peux laisser le crochet là. Si je suis pas certain puis je veux peut-être la modifier plus tard, je l'enlève. Ça va être plus facile. Je la laisse. À l'intérieur de cette OU-là, pour l'instant, je me fais une autre OU qui s'appelle Ordi. Là, j'enlève le crochet parce que ça se peut que je la change de place, celle-là. Je me mets à l'intérieur de cette OU-là un autre OU qui s'appelle Users. J'enlève le crochet parce que ça se peut que je la déplace. Effectivement, je me suis trompé. Alors, Users ne va pas là, mais va dans Principal. Et voilà. Alors, je continue mon travail. Dans mes Users, je vais créer mes usagers. Alors, je commence avec Bart Simpson. Son nom d'ouverture de session, il n'est pas indiqué dans l'article, mais disons, je vais l'appeler seulement Bart. Je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3. Ça va faciliter la mise en place de la structure. L'utilisateur, il n'y a pas de précision là, par rapport à comment le truc doit être fait. Fait que je fais n'expire jamais, tout simplement. Puis je fais fermer. Je vais copier mon user. Je vais l'appeler Lisa Simpson. Et je lui donne Lisa. Techniquement, ça m'empêche de cocher le mot de passe n'expire jamais que de l'avoir copié. Mot de passe 1, 2, 3. Mot de passe 1, 2, 3. Alors, ainsi de suite, on va créer l'ensemble de tous les usagers. Je vais appuyer sur pause pour pas que vous tapiez la création de tous les usagers nécessairement. Ils sont tous pareils. Une fois que les usagers sont créés, à ce moment-là, ce que je vous suggère très rapidement, c'est de créer des groupes globaux qui vont refléter les rôles que vont avoir les différents usagers dans le système. Les groupes globaux sont liés au payroll, à la responsabilité réelle, tangible, concrète des usagers dans un environnement ou dans un système. Alors, je vais avoir 3 GL à faire, 3 groupes globaux, les élèves, les parents, les boss. Alors, pour simplifier puis clarifier mon système, je vais me faire une unité organisationnelle. En fait, je vais mettre mes GL ici à la racine de Principal Springfield. Et je vais me faire un groupe, je vais appeler GL élèves, un groupe global. Je vais me faire un autre groupe que je vais appeler GL parents. Et je vais me faire un troisième groupe global que je vais appeler GL boss. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est à m'assurer de rencontrer ce tableau-là. Alors, dans les boss, je m'assure que les membres, c'est qui? C'est Chief Wiggum. Et je m'assure aussi que c'est M. Burns. Donc, les boss, c'est fait. Je m'en vais dans élèves. Là, je suis dans parents, pardon. Je m'en vais dans parents. Je vais ranger Homer. Je vais ajouter March. Et je vais ajouter, encore une fois, le Chief. Le Chief peut être à 2 places, hein. Il y a 2 rôles. Il est autant parent que boss, le Chief Wiggum. Donc, c'est correct. Il peut être à 4 places, c'est pas grave. C'est vraiment, il faut que ça reflète la réalité de l'organisation. Et finalement, on a un troisième groupe qui est le 3 élèves que j'ai pas encore peuplé. Et les élèves, c'est Bart, Lisa, ainsi que Milhouse. Alors, vous voyez qu'en tapant les noms rapidement, c'est super facile à faire. La gestion quotidienne de vos serveurs devrait se faire au niveau du GL, élèves, savoir qui est membre de tel groupe au niveau de l'organisation. Alors, ça, c'est fait. Dans notre exercice, on est rendu maintenant à la jonction client, c'est fait. On demandait 2 clients, j'en ai fait seulement qu'un. On nous demandait de déplacer les clients dans l'OU ordi. Alors, je vais faire ça. Genre, j'ai mon client qui est ici, mon Windows 7, je vais le mettre dans mon unité organisationnelle ordinateur. C'est important parce que si j'ai des GPO appliqués dans le contexte ordinateur, ben, il faut que mon ordinateur soit dans un GPO. Alors, je le mets tout de suite là. Redirection de dossier. J'ai une redirection de dossier à faire sur pour qui donc?
pour les élèves de Springfield. Alors, dès que j'ai quelque chose pour des élèves, là, je suis fait. Là, dans mes users, ça me prend une unité organisationnelle pour les élèves. Alors, je vais avoir quelque chose qui va être uniquement pour les élèves. Ça me prend une unité organisationnelle pour les élèves. Je prends mes élèves, Bart, Lisa, Milhouse, je les mets dans mon unité organisationnelle d'élèves. Il faut que l'utilisateur soit dans quelque chose qui va être distinctif et unique. Question dans la salle? Vu qu'on avait fait les GL pour les élèves, pour les profs, pour les boss, hier, on n'avait pas fait appliquer la GPO juste à ce sous-groupe GL élèves. Oui, il y a deux façons d'appliquer les GPO plus tard. On peut l'appliquer à des GL. Moi, je vous enseigne un petit peu plus à utiliser les unités organisationnelles. Il y a deux philosophies. Et je vais répondre à la question plus tard en montrant la GPO en soi. On aurait pu faire une GPO, disons, liée ici au niveau de principal Springfield, puis changer la sécurité de la GPO. Moi, je vous le montre visuellement avec une unité organisationnelle, de façon à ce que quand on regarde notre architecture, on la voit. C'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus évident que ça s'applique juste à ce groupe d'individus-là. C'est une manière de gérer différente, mais les deux vont être fonctionnels à la fin. OK? Ça ne dérange pas. Fait que je vais réagrandir mon affaire. Je vais faire mon partage caché pour mon dossier personnel. Puis ensuite de ça, je vais rediriger mes documents. Alors, on y va avec le partage caché. Comment on fait un partage caché? On s'en va dans l'outil de partage. Je vais faire un partage avec cet outil-là, puis plus tard, je prendrai un autre outil. Alors, nouveau partage. Un partage caché, je le fais sur mon disque de data. Je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler affectueusement partage. Puis dans mon partage, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler redirection. Et c'est ça que je vais partager. Alors, je fais OK. Le nom de mon partage, ce ne sera pas redirection, ça va être redirection signe de pièce. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit caché. Je vais m'assurer qu'il soit juste en minuscule. Les paramètres hors connexion ne sont pas spécifiés. Par contre, pour un dossier hors connexion, ça pourrait être intéressant de les forcer. Bon, on peut le faire. Sinon, ben, vous pouvez être selon vos besoins. Personnalisation des autorisations. Au niveau du partage, on donne utilisateur du domaine. L'utilisateur du domaine va avoir le droit de contrôle total là-dessus. Je n'ai pas besoin de mettre les administrateurs parce que les administrateurs sont déjà dans les utilisateurs. Au niveau de la sécurité, par contre, je vais aller dans Avancer. Je vais aller modifier les autorisations pour couper l'héritage. M'assurer qu'au niveau de l'autorisation spéciale qui donne des droits d'écrire des fichiers et des dossiers, qu'il y ait juste le droit de créer des dossiers à ce dossier seulement. Ça, c'est les utilisateurs. Ça va permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes des dossiers à la racine de ce partage-là. Mais cette permission-là ne se répercutera pas, ne se suivra pas dans les autres répertoires créés. Même chose pour les utilisateurs au niveau de read only ou read execute ici. Je les laisse tels quels, je veux qu'ils puissent lire, mais je veux que ce soit ce dossier seulement que ça s'applique. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben mon partage, il est créé, puis il est fonctionnel. Alors, ici, j'ai mon chemin d'accès au partage. J'en profite pour aller chercher, puis faire une copie de ça. Alors, j'ai fait clic droit, copier. Pourquoi? Parce que je vais devoir utiliser ce chemin-là lorsque je vais créer ma GPO dans 4 secondes. Redirection, on fait ça ici, donc dans gestion de stratégie de groupe. Je m'en vais appliquer une GPO, créer une GPO, une nouvelle, dans mon domaine. Ici, si je ne vois pas mes unités organisationnelles, j'ai tout simplement à faire un F5. Faites un rafraîchissement et vous allez voir vos unités organisationnelles apparaître. Alors, dans mes élèves, elle est ici. Alors, ma GPO, je veux qu'elle s'applique uniquement à mes objets élèves. Je clique droit, je fais créer et lier ici. Je l'appelle GPO, redire, docs, tout ça. Donc, elle va rediriger les documents. Je vais modifier ma GPO. Je m'en vais du côté utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier. Je vais sélectionner mes documents. Je fais dans les propriétés. Paramètres, de base, rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement. Je laisse l'emplacement pour le dossier libre par défaut. Et j'ai juste à coller ma racine, mon accès. Évidemment, l'accès, là, c'est l'accès du point de vue du client. Il
faut que ça soit l'accès // serveur 1 / le nom de ton partage, c'est tout. Et vous allez admirer en bas, vous avez un exemple de ce qui va arriver dans le partage. Alors, si ça vous satisfait, c'est correct. L'erreur, c'est que les gens donnent le chemin local du serveur, D, 2 points, puis là, ça fonctionne pas. Alors, une fois que j'ai fait ça, bon, il y a différents paramètres qu'on peut modifier. Je les laisse par défaut pour l'instant. Je fais OK. Est-ce que j'ai à faire les bureaux aussi? Oui. Alors, les bureaux, je fais la même chose pour les bureaux. Propriété, de base, clac, CTRL-V, fini. Alors, c'est très rapide de faire les redirections de dossiers. Une fois que c'est fait, ben là, je vais les essayer. Alors, il faut évidemment pour que ça fonctionne que j'essaye, que j'ouvre une session avec un utilisateur pour voir si ça fonctionne. Alors, je vais me loguer sur mon client. Je vais chercher mon client Windows 7 où est-ce que j'ai récemment joint à mon domaine. Je vais changer l'utilisateur pour utiliser BART. Veuillez vous assurer quand vous utilisez... Oh, pardon, je ne voulais pas afficher ça. Veuillez vous assurer que lorsque vous utilisez un utilisateur, que ce soit le domaine qui soit inscrit là. On ouvre la session de BART avec le mot de passe. L'ouverture de session se déroule bien et on devrait avoir la résurrection de dossier qui devrait déjà être effective. Alors, c'est quelque chose qui devrait fonctionner. On va vérifier. Une fois que l'ouverture de session est faite, pour pouvoir vérifier le fonctionnement du document, c'est très simple. Vous allez cliquer droit sur document, vous allez dans les propriétés du répertoire de mes documents, puis vous allez voir que c'est vraiment le chemin de mon serveur qui est dans comme dossier par défaut au niveau de mes documents. Le résultat au niveau du serveur, c'est quoi? Ben, c'est que sur ma partition D, dans Data, j'ai vraiment mes partages, j'ai mon dossier redirection, puis j'ai déjà un dossier BART dans lequel je peux aller comme admin, mais je peux pas aller plus loin. J'ai pas le droit d'aller dans Desktop et j'ai pas le droit d'aller dans Documents parce que le système a configuré des droits exclusifs à l'utilisateur. Ça lui appartient et c'est tant mieux. Alors, ça fonctionne. C'est le résultat qu'on devait vérifier. Alors, donc, la partie 1 de la vidéo va arrêter ici. Alors, ici, on est rendu à la partie 1 et lorsque la partie 2 va commencer au niveau du pare-feu, bientôt disponible sur vos écrans. Merci de nous avoir écoutés. Vous reviendrez, on n'est pas sortis.